Alors là, ça m'a amené sur un site qui s'appelle PXIR. Il est assez connu. Et je pense que j'ai un identifiant. Alors, il est conseillé sur ce genre de site d'utiliser une adresse mail, et rien que pour ça, parce que vous risquez d'être spammé après, hein. Eh oui. Donc, je vous dis pas de vous inscrire sur ce genre de site parce que forcément, s'il faut donner votre adresse mail pour pouvoir accéder aux téléchargements, les différents téléchargements qu'ils proposent, mais ça peut être intéressant. Donc, j'enregistre ça dans le dossier de vendredi. Et puis après, on va faire une exportation du document InDesign, le dernier sur lequel on a travaillé. On va faire une exportation, un dossier d'assemblage. Hop. Bon, alors, donc dossier de vendredi, j'ai mes 3 photos supplémentaires. Avec les 3 que j'avais déjà mercredi, ça devrait faire 6. Donc, vous allez dans le dossier de mercredi et vous allez ouvrir le dernier document. Le dernier document. Donc ici, je vais faire Shift Tab pour me débarrasser des palettes de droite. Je suis en affichage normal. Il n'y a pas d'image sur le côté, donc la seule image qui est là actuellement, c'est celle qui habille. Bon, je vais aller charger les 2 autres sur le côté. Ça peut être intéressant. Sur le côté de la page. Donc, je vous rappelle qu'il faut être en affichage normal pour voir ce qu'il y a sur le côté de la page et pour pouvoir travailler, parce que c'est ça, cet espace, ça sert à préparer des choses, à stocker des images. Donc, je fais fichier importer et je vais aller chercher donc dans le mercredi les images. Donc, voilà celle-là. Je la mets là. OK. Je clique à côté et puis je fais à nouveau fichier. Et puis je fais à nouveau fichier importer et je vais aller chercher l'autre, celle-là. Oui, quand je vais chercher une image, je dois faire cliquer à côté parce que dans la boîte d'importation, il y a ceci qui est coché, remplacer l'élément sélectionné. Et donc, si je ne cliquais pas à côté quand j'ai importé la première image, ça remplacerait l'image dans le bloc. Alors, bien sûr, on va voir qu'on peut importer plusieurs images en même temps. Là, j'ai fait une image, puis l'autre. Mais après, on va voir qu'on va en importer plusieurs en même temps, évidemment. On va faire un dossier d'assemblage. Les images les ressources externes qui se trouvent sur le côté ne seront pas intégrées au dossier d'archivage, au dossier d'assemblage, sauf si vous faites ceci. Dans le menu Fichier, Format du document, vous allez ici à Fond perdu et Ligne bloc, indiquer un fond perdu, et là je vais cliquer sur elle est déjà cliquée, non pas un fond perdu, une ligne bloc, je vais cliquer sur la chaîne pour enclencher la ligne bloc. C'est donc dans le menu Fichier, Format de document, je mets ici 150, c'est le maximum, touche tabulation, ça se remet sur les autres, puisque j'ai enclenché la chaîne avant, et je clique sur OK. Et je vois, d'ailleurs la table
de montage, l'espace autour des pages s'est agrandi parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre une ligne bloc avec 150 mm au-dessus et en dessous. Donc, ça s'est agrandi. Alors, à partir du moment où vos images sur le côté sont, ne fût-ce qu'elles touchent la zone de ligne bloc, elles seront intégrées à l'archivage. Si elles ne touchent pas, qu'elles soient en dehors, là, elle ne sera pas intégrée à l'archivage. Et bien sûr, si elle est comme ça ou comme ça, elles seront intégrées à l'archivage, ça c'est sûr. Donc voilà l'intérêt de la ligne bloc, c'est un des intérêts de la ligne bloc. Alors l'autre intérêt de la ligne bloc, c'est de pouvoir mettre sur le bord des pages des informations. C'est juste pour l'assemblage ici. Donc l'autre intérêt de la ligne bloc, c'est quand on veut mettre sur le bord des pages des informations pour l'imprimeur, comme des gammes couleurs spéciales pour lui, pas celles de Adobe que Adobe met, mais une autre gamme couleur avec laquelle il préfère travailler, adaptée à sa presse, ou d'autres choses. Voilà, ça va étendre dans le document PDF, ça va étendre la zone des pages, mais ce sera en dehors de la page. Donc c'est pour mettre des infos en dehors de la page. Alors pour ta question, oui, fichier format de document, c'est vrai qu'on pourrait à chaque fois le faire. La zone de ligne bloc à 150, pourquoi pas. Ouais, ça dépend. Quand on exporte un PDF pour l'imprimeur, non. Parce qu'à ce moment-là, elle va avoir des pages très grandes. Ça risque de gâcher beaucoup de papier si l'espace est pris par le logiciel d'imposition de l'imprimeur, comme on a parlé l'autre jour, hein, le logiciel qui met les différentes pages en tête bêche sur une grande feuille, vous voyez. À un certain moment, on parlera de ceci, fichier enregistré sous. Il y a ici la possibilité d'enregistrer un modèle. On verra que si vous mettez au point un document, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle et à ce moment-là, quand vous allez l'ouvrir, c'est une copie qui va s'ouvrir. Donc vous pourrez avoir votre stock de documents de départ, ce qui sera peut-être mieux que ce qu'on a ici dans Fichier Nouveau Document, toutes ces petites choses ici, qui sont modifiables mais pas facilement. Il faut aller dans le dossier de l'application, c'est compliqué. Mais donc, le modèle, vous pourrez le mettre où vous voulez sur votre disque dur, double-cliquer sur lui et il s'ouvrira. Il pourra déjà contenir des gammes couleurs dans la palette nuancier, plein de choses utilisables directement qui vous intéressent, et des caractéristiques du document, des styles aussi. C'est quoi la différence avec en mode? Mais donc, quand on fait enregistrer sous, ça enregistre un document. Ouais. Si on enregistre un modèle, ce sera à l'ouverture du modèle qu'il se passera quelque chose. Ce n'est pas le modèle qui s'ouvrira, c'est une copie. Donc, votre modèle est protégé, vous ne pourrez pas le modifier. Il sera sur disque dur accessible, mais vous ne pourrez pas le modifier. C'est la même chose dans Illustrator. On a aussi le système du modèle comme ça. C'est bien pratique. Voilà. Dans Word aussi, oui. Donc, et ça fonctionne de la même manière. On enregistre au format modèle Word. OK. Je ne connais pas bien Word alors. Si on a des templates pour des collègues, par exemple. Alors, on va faire l'assemblage. Fichier assemblage. Donc, je vais ici directement cliquer sur assemblage. Il n'y a pas de problème. Il dit que la composition doit être enregistrée. Je l'enregistre. Oui, enregistré. Et puis, j'ai la boîte assemblage qui apparaît et je vais l'enregistrer dans le dossier de vendredi. Voilà. Le dossier d'assemblage, ça va être dans le dossier de vendredi. Donc, c'est une bonne manière de redémarrer sur de bonnes bases avec toutes les ressources bien mises dans le dossier Links. Voilà. Et je vais fermer le document ici. Allez voir dans le dossier de vendredi. Voilà, on a le document. Et en principe, grâce à la zone de link block, on a les 3 images, même si elles étaient pas sur les pages. Donc, celle-là était utilisée dans le document, mais pas les 2 autres, elles étaient sur le côté de la page. Alors, les 3 images que j'ai créées, là, je vais que j'ai téléchargées, je vais les déplacer dans le dossier Links. Voilà. On est bon, alors. Si vous avez dans le dossier de vendredi le dossier d'assemblage avec le INDD,
Si vous avez les liens avec 6 images, voilà, on est bon. Donc, vous n'avez aucun document ouvert dans InDesign et dans le dossier de vendredi, vous allez chercher le InDesign, vous l'ouvrez et en principe, c'est nickel. Les images que vous aviez importées sont là. Forcément, elles ont été intégrées grâce à la ligne bloc. Hein. Si elles étaient en dehors, l'archivage, ça n'aurait pas intégré ces 2 images-là. Voilà. Donc, puisqu'il y a une question dans ce sens, on va répondre à cette question. Il se trouve que j'avais prévu de voir quelque chose d'assez similaire. Donc, on va le faire en 2 fois. Il s'agit d'insérer du texte entre les paragraphes ici. Donc, on va voir comment faire 2 méthodes. Donc, palette des calques, menu fenêtre calque. Visiblement, le calque qui contient le texte est verrouillé, donc je vais le déverrouiller. Je vais verrouiller le calque image qui habille. C'est une habitude. Voilà. De verrouiller les autres calques pour être certain de ne pas travailler sur eux. Vous avez bien, en 2e page, qui porte le numéro 35, dans ce cas-ci, vous avez bien 2 colonnes de texte. Ah oui, vous avez peut-être l'image qui est toujours là. Bon, ben écoutez, déplacez votre image sur la page de gauche, comme ça on est synchro au niveau de notre document. Donc dans ce cas-là, pour déplacer l'image sur la page de gauche, il faut absolument déverrouiller le calque image qui habille, et vous la prenez et vous la déplacez sur la page de gauche, entre 2 colonnes. Donc attention à ne pas, bien sûr, double-cliquer sur le bloc avec la flèche noire, parce que là, vous êtes au niveau du contenu d'image, et quand vous déplacez, ben, vous déplacez l'image, mais pas le bloc. Et vous vous retrouvez avec un bloc en page de droite et une image qui est en page de gauche. Vous voyez? Donc, il faut éviter ça. Donc, dans ce cas-là, on fait du CTRL Z, du commande Z pour annuler le déplacement d'image. Donc, je vous répète, je recommence ici. Si vous, au lieu de cliquer une fois sur le bloc et le déplacer, vous double-cliquez, vous êtes descendu au niveau du contenu. D'ailleurs, on voit les limites de l'image ici chez moi. Et si, à ce moment-là, vous essayez de déplacer l'image, ben, vous déplacez l'image, oui, mais à l'intérieur de son bloc. L'image est sur la page de gauche, mais le bloc est resté sur la page de droite. Très ennuyeux. Il y a une solution pour régler le problème automatiquement. Super astuce à connaître pour la suite, ce sera utile. En sélectionnant le bloc dans ce cas-là, et en allant dans menu Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ou alors, en cliquant sur l'icône ici dans la barre contrôle, cette icône-là, remplir le bloc proportionnellement, eh bien, ça ramène l'image dans le bloc. Ça va peut-être redimensionner aussi. Ça, c'est le problème. Donc, peut-être que le CTRL Z, c'est mieux. Oui, parce que là, l'image ne déborde plus du bloc. Elle a été redimensionnée pour remplir au maximum le bloc. Donc, on en était à dire de toute façon qu'il faut arriver à déplacer l'image sur la page de gauche et on va travailler sur la page de droite. On verrouille le calque de l'image qui habille quand on a fait ça. Donc, le seul calque non verrouillé est le calque texte principal. Il s'agit donc maintenant d'arriver à mettre du texte entre des paragraphes. On va voir 2 méthodes. Donc, d'abord, première chose, je sélectionne le bloc avec la flèche noire et je vais aller me renseigner quelle est la largeur du bloc. Je vous montre une astuce qui peut servir à plein de moments dans InDesign. Il s'agit de prendre cet outil-ci, parce qu'il n'a pas de bord noir, c'est plus facile, de tracer. Et puis, avec la flèche noire, on va l'agrandir pour qu'il fasse la largeur de la colonne.
Et là, on va obtenir dans la barre contrôle au-dessus une valeur. Largeur 90,25. Évidemment, ici, il y avait une autre manière de faire si on voulait connaître la largeur de la colonne. Pourquoi je veux connaître la largeur de la colonne? C'est parce que je veux insérer un élément dedans et je vais lui donner la bonne largeur. Mais donc, vous voyez, c'est l'occasion d'en parler. Ceci, c'est pas idiot. Ça se fait, même les pros le font. Quand on veut mesurer des choses, par exemple, je veux mesurer entre les deux pages la largeur entre les blocs. Voilà, je mets le bloc là et puis je regarde. La largeur ici, 25,4, c'est un pouce, forcément, puisqu'on a deux marges de 12,7 mm. Tout ça est très logique. Donc, allez, le bloc là, je vais le mettre sur le côté. C'était juste pour vous montrer que techniquement, c'est pas idiot et ça vous servira pour la suite dans InDesign. C'est juste un truc à noter pour plus tard. Mais bien sûr, ici, il suffisait que je clique pour sélectionner, avec la flèche noire, je clique pour sélectionner le bloc. Je fais un CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac, ça correspond à objet, option de bloc de texte. Et là, je vois la même valeur que celle que j'avais repérée par ma petite astuce, 90,25 mm, c'est la largeur de la colonne. Nombre de colonnes, 2, largeur 90,25, voilà. Et si je modifiais la gouttière, forcément la largeur se met à jour. Mais je vais garder la gouttière à 10, mais c'est logique, hein. La valeur de la gouttière influence la largeur de la colonne. OK, 90,25, c'est la valeur à retenir. OK. Alors, on va faire un bloc texte sur le côté. Donc, il faut que dans la palette des outils, évidemment, ce soit l'icône de gauche qui soit enclenchée, normal. Et vous allez tracer un bloc texte avec l'outil texte. Voilà. Et puis, on va le sélectionner avec la flèche noire et modifier sa largeur. Et on va faire la largeur maximale d'un bloc qu'on pourrait mettre. Donc 90,25, touche tabulation sur le clavier pour valider ce que je viens d'inscrire dans le cartouche. Voilà, il a la même largeur que la colonne. Oui, on aurait pu aussi, avec l'outil texte, commencer à tracer sur le bord de la colonne, puis jusque-là, et on aurait eu directement la bonne largeur. C'est la troisième solution. Et puis déplacer quand même sur le côté parce qu'on va faire le design. Oui. Donc oui, il y a plusieurs solutions, hein. Ici, on est en apprentissage, donc je vous montre certaines choses. L'histoire là, par exemple, c'était pas nécessaire ici, hein, bien sûr. Il suffisait de faire sélectionner le bloc, faire commande B, CTRL B, et on voyait directement sa largeur. Voilà. Mais là, vous avez pu voir aussi qu'on peut modifier la largeur d'un bloc après l'avoir fait, donc c'était l'occasion. Bien, alors on va mettre du texte dedans. Donc on va faire un extrait. On va aller prendre une partie du texte quelque part sur la page et on va le coller dans le bloc. C'est juste que vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous avez un article et puis à un certain moment, il y a la personne interviewée qui dit une phrase ambiguë. On va la mettre bien en évidence. Oui, pour que ça pousse à lire l'article. Donc, vous sélectionnez, peu importe, deux, trois lignes. OK. Ou un paragraphe s'il est petit. Vous faites édition copier. J'aurais pu vous demander de taper quelque chose directement à vous-même, hein, d'inventer, mais ici, juste pour la démonstration, on va juste prendre quelques lignes et on va aller les coller dans le bloc là. Il y en a d'autres parmi vous qui ont 2 colonnes au lieu d'une? Ah, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je suis content que ça te soit arrivé, voilà. Parce qu'en effet, on peut
quand on fait un bloc texte, ça arrive qu'on récupère les caractéristiques du bloc texte précédent. Donc, dans ce cas-là, la solution, c'est d'aller dans menu fenêtre, style. Donc, les autres n'ont pas le problème, mais vous pouvez noter parce que forcément, ça va vous arriver. Vous faites un bloc et vous récupérez des caractéristiques d'un bloc qui a été précédemment travaillé. Notamment, voilà, dans ce cas-ci, tu as 2 colonnes. Donc, c'est dans menu fenêtre, style, style d'objet. Et il va falloir cliquer sur, soit on clique sur 100, soit on fait Alt-clic sur bloc de texte standard. Ici, je vais faire Alt-clic. Essaye aussi Alt-clic pour réappliquer le style. Est-ce que les 2 colonnes sont parties? Bon, si ça part pas avec Alt-clic, essaye de faire 100. Est-ce que tu as toujours les 2 colonnes ou pas? Voilà, donc c'est intéressant, il fallait qu'on en parle, ça peut arriver, c'est ennuyeux. C'est une caractéristique dans InDesign, ça peut arriver. Donc, finalement, en cliquant sur 100, ça a été, tu n'as plus les 2 colonnes. Alors, on va mettre en forme le texte ici. Déjà, première chose ici, on va lui mettre un fond coloré. C'est la première fois qu'on mettra sur un bloc texte un fond coloré. Donc, pendant que le bloc est sélectionné avec la flèche noire, vous avez cette icône-là enclenchée dans la palette des outils. Vous avez le fond qui est à l'avant-plan. Vous allez dans la palette nuancier. Donc, c'est touche F5 sur le clavier, c'est le raccourci. Ou menu fenêtre, couleur, nuancier. Et on va lui mettre une couleur. Bon, ben, on va composer la couleur. Dans le menu de la palette nuancier, vous allez faire nouvelle couleur. Vous allez pouvoir choisir une couleur en baissant bien sûr la quantité d'encre noire et en cliquant sur la couleur qui vous intéresse là. Vous composez avec les 3 encres cyan, magenta, jaune. Alors, super astuce qui marche dans tous les logiciels Adobe. Si on veut modifier la luminosité, on va enfoncer la touche Shift, la garder enfoncée et bouger n'importe lequel des 3 curseurs. Tant qu'il n'est pas au minimum ou au maximum, ça fonctionnera. Autrement dit, si ma couleur, j'ai un des curseurs qui est comme ça au maximum, ah, ça marche quand même. Avec la touche Shift, on arrive quand même à modifier. Là. C'est l'intensité lumineuse. Donc la couleur reste la même, mais l'intensité lumineuse change. Ça peut être bien ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser les couleurs de la barre d'outils? C'est parce que le nuancier, ce sont des couleurs qu'on va pouvoir modifier après et ça va modifier tous les objets qui utilisent cette couleur dans le document. C'est ce qu'on appelle les couleurs globales dans Illustrator. Et dans Illustrator, il faut demander qu'elles soient globales. Dans InDesign, elles sont d'office globales. Tandis que les couleurs mises par la palette des outils n'apparaissent pas dans le nuancier. On peut les faire apparaître, mais autant les faire directement. Donc le nuancier est super important pour cette raison-là, parce qu'il nous permet de modifier tout un design. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas très fort en design de couleurs, je m'adresse aux garçons, je rigole. Si vous n'êtes pas très doué pour les couleurs, vous pouvez faire un truc avec n'importe quelle couleur au départ, un document, une mise en page, et puis après, vous savez que par la palette nuancier, vous allez pouvoir double-cliquer sur les couleurs et tester. Ou même aller chercher une harmonie de couleurs sur color.adobe.com ou générer une harmonie de couleurs au départ d'une photo avec cet outil-là, l'outil gamme de couleurs. Enfin bon, donc autrement dit, on n'est pas obligé dès le départ que la couleur soit la bonne, même si on l'a utilisée à plein d'endroits dans le document. Alors ici, on ne va pas lui donner un nom, il suffirait de décocher ça et lui donner un nom, mais je vais garder les valeurs comme ça, c'est bien. OK.
On pourrait par la suite lui donner un nom. Je pourrais le dire, c'est juste pour les blocs texte. On aurait pu prendre la pipette. La pipette, on va l'utiliser après pour aller puiser dans une photo. Oui, on verra que c'est très intéressant d'aller puiser une couleur dans une photo. Donc, quand le bloc est sélectionné, si on enclenchait ceci, ce serait la couleur du texte. Attention à ne pas aller mettre, c'est une erreur habituelle, une couleur noire sur le contour. Ça vous fait un texte pâteux comme ça, c'est une erreur habituelle de débutant. Donc, du noir sur le contour sur un texte, c'est foireux, je l'enlève. Attention à ne pas mettre autre chose que du noir 100%. Si je baisse la couleur du texte ici, ça peut être sympa, mais non. Il vaut mieux dans une publication que le noir soit à 100% si on veut que le texte reste net. Sauf que c'est surtout valable pour le texte principal. Le texte principal doit être absolument encre noire 100%, sans autre couleur. Mais je pourrais ici, et vous allez pouvoir le faire une exception pour juste cette partie-là, à condition que j'utilise une police de caractère plus grande que ça. Parce que c'est ça le problème. Si on commence à mettre de la couleur sur du texte, il faut quand même augmenter un peu sa taille. Oui, vous aviez vu qu'il y avait des titres en couleur, donc c'est permis de mettre de la couleur sur le texte. On va quand même rester sobre, on va mettre du blanc. Attention, ceci n'est pas du noir. Si vous mettez ça sur un objet, c'est toutes les encres à 100%. Normalement, c'est utilisé pour les traits de coupe et les repères en dehors des pages, ce qui est dans la zone de fond perdu, ce qui disparaît une fois que l'impression est faite. C'est une erreur de débutant de penser que c'est du noir, le repérage. Donc vous faites un objet en couleur repérage et vous avez à la sortie 400% d'encre à cet endroit-là sur le papier. Autrement dit, ça ne sèche pas. Et quand les feuilles s'empilent à la sortie de la presse, elles se salissent les unes les autres. Et l'imprimeur doit utiliser un produit antimaculateur, une espèce de poudre. C'est la foire intégrale. Erreur de débutant, comme d'habitude. C'est toutes les couleurs, toutes les encres. Donc, c'est pas du noir. Bon. Alors, on va modifier un peu le texte. On va peut-être enregistrer pour garder ça, pour ne pas perdre les choses. Donc, dans le dossier d'aujourd'hui, le dossier d'assemblage qui s'appelle dossier recto verso, dans le dossier vendredi, moi je vais juste enregistrer en changeant le nom. Alors si on enclenche l'habillage sur ce bloc, on peut déjà tester, le mettre par-dessus la colonne et voir ce que ça donne. C'est une des deux manières de l'insérer dans le flux du texte. Et bien sûr, le bloc on pourra le réduire après, on verra, qui peut être moins large que la colonne. Donc, vous avez le bloc sélectionné. Vous allez dans le menu Fenêtre, Habillage de texte. Fenêtre, Habillage de texte. Vous enclenchez la deuxième icône. Vous déplacez le bloc à l'endroit du texte. Et là, vous devriez voir que ça chasse le texte comme on avait avec l'image. Logique. Bon, vous pouvez le laisser là si vous voulez. On peut continuer le design en étant là. Il y a juste un problème, c'est qu'on risque par erreur d'enclencher l'autre bloc. Mais on peut aller dans la palette des calques, ouvrir, déployer le calque texte principal. Le bloc texte actuellement sélectionné est montré là, sélectionné. Les autres, vous pouvez les verrouiller. J'appuie sur le bouton à souris, je glisse, je lâche le bouton à souris. Voyez ? Donc on peut verrouiller partiellement le contenu d'un calque. Très utile aussi, ça fonctionne dans Photoshop Illustrator aussi, ceci. En n'ayant rien qui est verrouillé, si je fais Alt-clic, Option-clic à cet endroit-là, à l'endroit où il y a mon bloc actuellement sélectionné que je veux travailler,
mais ça verrouille les autres. Oui. C'est super pratique, on le fait très souvent dans Photoshop, le Alt-clic pour verrouiller tous les autres ou déverrouiller tous les autres. Oui, parce que quand on a plein d'objets, ça vous permet de ne travailler que sur un seul d'entre eux. Alors, on va faire un centrage dans les deux sens, c'est-à-dire horizontalement, on va centrer, puis verticalement, on va centrer. C'est ce qui a été fait dans la numérotation automatique. Je vous montre, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, mais je vais aller dans la palette pages, double-cliquer sur la page à gabarit pour aller voir la numérotation. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un groupe et en plus, il faut que je déverrouille pour vous montrer, mais ne le faites pas, je vais juste vous montrer ici. On a donc un groupe ici avec les petits pointillés. Et on avait vu que quand on descend dans le groupe, avec cette icône-là, on peut passer en revue les différents objets du groupe et l'objet là, c'est celui qui contient la balise de numérotation. Et vous voyez que la numérotation est centrée dans le bloc, même si ça ne sert pas à grand-chose ici parce que le bloc est transparent, il n'a pas de couleur. Mais pour faire les choses proprement, ça a été centré dans le bloc. Eh bien, c'est la même chose qu'on va faire là sur notre bloc, sur la page 35, donc la deuxième du document. Il faut qu'il soit sélectionné. On va dans la palette paragraphe, texte paragraphe, et on utilise le centrage. Voilà. Et puis pour le centrage en vertical, c'est toujours la question du débutant sur les forums. Comment je fais pour centrer en vertical mon texte? Ben dans ce cas-là, CTRL B, commande B, c'est les options de bloc de texte. Et dans le bas des options de bloc de texte, vous avez le centrage vertical. Donc ce qui est bizarre, c'est que le centrage horizontal, c'est par les paramètres de paragraphe, et le centrage vertical, c'est par les paramètres de bloc. Ici, vous avez alignement centré. Voilà. OK. Donc la marge intérieure, oui, ça pourrait aider. Surtout la marge de gauche et de droite ici. Donc c'est aussi dans les options du bloc. Ça va être à cet endroit-ci, marge intérieure du bloc. Et dans ce cas-ci, je vais la faire dans tous les sens, la marge. Donc je ne vais pas enlever la chaîne. Donc je touche à n'importe lequel de ces cartouches. Ça modifie les quatre, c'est le principe. Et voilà, vous avez visualisé la marge si vous êtes en affichage normal. OK. Dans le bas de la palette paragraphe, ce serait pas plus mal de désactiver la coupure des mots, la césure. Pour un petit texte comme ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est juste l'activation et la désactivation de la césure. Après, quand on enclenche la césure, il y a des réglages à faire pour indiquer comment elle doit se faire plus précisément. Est-ce qu'on va l'empêcher de couper les mots avec des capitales, comme les noms de personnes et les noms de villes? On va l'empêcher de couper un mot en fin de colonne, etc. C'est dans le menu de la palette paragraphe, c'est les réglages de césure. Mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais ça, ici, on n'enclenche pas la césure pour celui-ci. Oui, ce sera dans le menu de la palette paragraphe à césure. Bon, je peux vous montrer, comme ça vous savez où c'est, mais ça ne va rien faire ici puisqu'elle est désactivée. Césure, ça peut être intéressant d'aller désactiver la césure des mots en capital, le dernier mot du paragraphe
le dernier mot en bas de colonne quand ça continue sur la colonne suivante. Tout ça paraît très logique, hein. Également, de ne jamais autoriser plus d'une césure de suite. Donc jamais 2 lignes de suite avec une césure. Il faudra mettre 1 ici à limite de césure. Décidez que vous faites des coupures de mots sur des mots d'au moins 9 lettres, par exemple, après les 3 premières lettres ou avant les 3 dernières. Donc c'est le genre de choses qu'on peut régler. Et puis ça s'intègre évidemment au style de paragraphe. Mais donc ici, j'ai pas enclenché la césure, ça paraît logique dans ce genre d'extrait. Alors on est en train de mettre au point un document et on voit le côté technique, mais quid du côté visuel? Qu'est-ce que c'est un bon document? Alors je vais vous donner une astuce, il faut en fait vous inspirer de magazines existants, de bons magazines existants, donc un peu regarder comment ils sont faits. Et vous en avez également sur le web, dans des Pinterest, il y a des gens, par exemple dans Pinterest, qui répertorient des bonnes mises en page. Je vais vous montrer comment vous pourriez les trouver. Et en fait, une bonne mise en page, ça va dépendre du produit qu'on vend et de la cible, le lecteur, quel lecteur on vise, évidemment. On ne va pas faire une mise en page de la même manière pour des chefs d'entreprise ou pour des adolescents. Logique, hein? Ici, ça peut être une bonne solution dans un moteur de recherche et peut-être même que dans ce cas-ci, Google sera meilleur que Bing de taper Pinterest InDesign Magazine Grid. Donc Pinterest, c'est juste parce que je m'intéresse au site Pinterest. Ah tiens, j'aurais pu restreindre d'ailleurs en tapant site .pinterest.com, ça pourrait peut-être marcher. Oui, là, j'ai plus que du Pinterest. Vous connaissiez peut-être pas l'astuce, mais dans un moteur de recherche, quand vous tapez site et vous mettez le nom du site après, ça, c'est le genre de choses qu'on savait il y a 20 ans sans problème, vous restreignez la recherche à ce site. Je vais juste tester pour voir si dans Google, on aurait peut-être plus de résultats avec la même recherche. Oui, sans doute un peu plus quand même. Et donc voilà, vous avez plein de personnes qui répertorient dans des collections Pinterest des bons magazines, des bonnes mises en page, parce que c'est comme ça que ça marche, il faut s'inspirer. Donc là, je vais faire CTRL-clic ou commande-clic sur les différentes qui m'intéressent. Vous aurez l'occasion de regarder. Allez-y si vous voulez, hein. Mais sinon, vous regardez ici et vous testerez après. Et vous avez plein de choses. Je pourrais en parler pendant 1 heure ou 2 de tout ce qu'on voit là, parce que c'est de la mise en page. Voilà. C'est de la mise en page. Et donc, voilà comment s'inspirer. Il n'est pas interdit de copier une mise en page. Il n'y a pas de copyright sur la mise en page, hein. Maintenant, si vous faites au millimètre près tout un magazine identique à un autre, ça risque de ne pas le faire, mais bon. OK, vous voyez ce que je veux dire. OK, là, je vais, au lieu de cliquer sur l'image, je vais voir si je peux cliquer sur voilà, sur le titre et à ce moment-là, j'arrive directement sur Pinterest, hein. Au lieu de cliquer sur l'image avec la touche contrôle ou commande, je clique sur le titre, forcément, ça m'amène sur le Pinterest et je vais voir les choses peut-être avec plus de détails et des informations en plus. C'est quelle touche? À l'inverse, je vous montre les exemples à pas suivre. Oui, parce que là, je viens de vous montrer ce qu'il y a de mieux et pourquoi j'ai tapé d'ailleurs ce que j'ai tapé là. Voyons un peu. Bon, InDesign, tout le monde voit pourquoi. Magazine, parce que je cherchais des mises en page de magazine. Et Grid, parce que toutes ces mises en page sont faites avec une grille invisible pour le placement des éléments.
Donc, le placement des éléments dans la mise en page, les textes, les images sont faits sur base d'une grille. C'est l'autre manière de faire des mises en page. Pour l'instant, dans notre document ici, on a du flux continu. On a un bloc avec, on a choisi pour l'instant 2 colonnes dans le bloc et ça coule d'une page à l'autre. Si vous vous souvenez, quand on sélectionne un bloc avec la flèche noire, on peut... Ah oui, forcément, j'ai verrouillé, mais vous avez le chaînage de texte. On peut afficher le chaînage de texte et on voit que ça coule d'une page à l'autre. C'est une des manières de faire des mises en page. Il y a l'autre manière où le placement est plus libre, mais il y a moins d'automatisme. Donc, pour des longs documents, si on vous demande de faire un document de 150 pages pour dans 48 heures, en vous fournissant les images, si vous faites par la méthode magazine, ça va vous prendre des semaines. J'exagère, peut-être une semaine. Tandis qu'avec la méthode du flux continu, avec tous les automatismes, ça vous prendra beaucoup moins de temps parce que le texte coule d'une page à l'autre, c'est automatique. Donc les deux méthodes sont ces deux grandes manières de faire des mises en page dans InDesign. Et donc là, avec les magazines, il y a une grille modulaire, on appelle ça une grille modulaire qui est derrière, qui sert à placer les éléments de texte, etc. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Et donc, dans une grille modulaire, vous avez, généralement, c'est une grille à 7 colonnes ou à 9 colonnes, et le texte s'étend, par exemple, sur 2 ou 3 colonnes. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, on a un texte qui s'étend sur peut-être 3 colonnes. C'est peut-être une grille à 9 colonnes, on ne la voit pas, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer. Et le texte ici, ce serait peut-être sur 5 colonnes ou 6. Voilà. Et l'image ici, peut-être sur 4 colonnes de largeur. Bon, voilà, il faudrait voir la grille. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau des largeurs de blocs texte, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous la même largeur, au contraire. Le secret pour faire une belle mise en page, comme celle-ci, elle est pas mal, c'est une structure derrière, donc une grille modulaire. Mais en même temps, d'une page à l'autre, il y a de la diversité. Donc, il faut qu'on sente qu'il y a une structure, que les éléments ne sont pas mis n'importe comment. Il y a comme une grille derrière, mais en même temps, d'une page à l'autre, ça change. C'est pas évident. Donc, puisque tu poses la question maintenant, je vais en parler maintenant. Le texte justifié ou en drapeau? Là, il est en drapeau. Là, sur le côté, c'est ce qu'on a aussi dans notre document. Le texte ne va pas coller jusqu'au bord de la colonne. C'est ce qu'on a dans notre document pour l'instant. C'est du texte en drapeau. Justifié à gauche. Et il va y avoir d'autres mises en page, bien sûr, où vous aurez du texte justifié. Comme là, par exemple, voyons un peu ce que ça dit. Alors, je vais juste faire comme ça. Voilà, du texte justifié qui colle de chaque côté de la colonne. Donc, la situation est la suivante. Il y a de ça une vingtaine d'années, tous les magazines loisirs, les publications agréables étaient en drapeau. Ce n'était pas justifié, sauf les magazines américains. Et maintenant, quasiment tous les magazines, c'est du justifié. Ceci dit, on l'a vu, ça peut être intéressant de faire de l'aligné à gauche parce que ça peut donner un côté plus agréable, sympa aussi, moins rigide. Si on fait un document plus administratif, le justifié, ça se justifie, c'est le cas de le dire. C'est bien, parce que c'est rigoureux. Mais un document plus loisir, pourquoi pas, justifié ou en drapeau. Enfin, vous voyez la situation, maintenant, vous faites ce que vous voulez, quoi. Une sorte de parfois avec le statut. Ah, quand la justification, quand il y a de la justification, on a des problèmes de justification. Oui. Mais ça, c'est parce que la personne ne connaît pas InDesign et a fait n'importe quoi. On a des grands espaces entre les mots sur certaines lignes, et puis d'autres lignes, on a des mots qui se serrent. Ça, c'est parce que le réglage a été mal fait.
Bah, justement, là, Dans notre document ici, on a récupéré un style body text déjà fait et le réglage est bon. Normalement, si on justifie, ça devrait être bon. On va voir. Je vais juste aller voir dans les styles de paragraphe. Le style de paragraphe qui est utilisé actuellement, c'est celui-là. Je vais faire un clic droit, modifier, et je vais aller voir si à justification. Ah non, ça n'a pas encore été réglé parce qu'on n'a pas encore testé le texte justifié sur ce document-là, avec ce style-là. Donc, c'était les valeurs par défaut. Donc, c'est ce qui va être foireux. Bon, ici, j'ai fait une recherche rapide et je suis tombé sur quelque chose qui parle de ça. Ici, ça parle de ce qui peut arriver quand la différence entre la mise en page pour le print et la mise en page dans un navigateur. Mais en même temps, ça explique bien le propos. Si vous ne réglez pas bien la justification, vous n'obtiendrez pas un beau texte comme ça. On appelle ça le gris du texte. Il faut que, vu de loin, il n'y ait pas des lézardes, des lignes blanches qui soient vues. C'est une belle justification. Ça a été réglé correctement. Et là, même, oui, ça c'est pour le web, mais même dans InDesign pour le print, si vous ne réglez pas bien la justification, vous allez avoir ce genre de choses. Des grands espaces entre les mots. Ici, il y en a un qui concerne que le print, je pense. Voilà. Voilà, et vous avez le réglage de justification qui apparaît là, et ça, on testera ça. Donc, texte justifié, et de l'autre côté, le texte non justifié. Ils ont tracé des vers de terre orange pour montrer les lézardes, justement, les problèmes. Présence de lézardes nuisibles à la lecture. Ça vient de ce site web-là, je ne connaissais pas, mais voilà, avec une petite recherche sur le web, on trouve. C'est très connu en mise en page qu'il faut régler la justification, sinon on a des problèmes. En voilà encore un autre. Mais là, c'est pour le web. Ah oui, non, je me suis trompé, il est aligné à gauche, donc il n'y a aucun problème. Et là, il est justifié et il y a des problèmes. Donc sur le web, la justification actuellement n'est pas encore optimisée pour que l'espace entre les mots soit nickel. Bon, comme ça, vous voyez à peu près de quoi on parle. Alors, si vous exportez un document de InDesign pour faire un livre électronique, un e-book, rassurez-vous, la justification que vous avez réglée dans InDesign sera correcte dans le e-book, malgré que c'est du HTML, CSS. Parce qu'il y a une astuce complètement folle, c'est que chaque syllabe à peu près va être mise dans un conteneur div, pour ceux qui connaissent le HTML, CSS. Un conteneur div, donc sur une page, on va avoir des centaines de conteneurs div pour chaque syllabe et ça va régler les espacements entre les mots, les caractères, comme ça. Donc, sur un e-book, on a, malgré que c'est du HTML, CSS à la base derrière, on a du texte justifié correct sans grands espaces. Voilà, ça répond à ta question. Hein? Mais on n'a pas encore pratiquement vu comment on le fait. Donc, on a vu comment trouver éventuellement des belles publications qui peuvent vous inspirer, puisqu'il y a plein de graphistes qui font des Pinterest et qui stockent à cet endroit-là. Et ce n'est pas le seul système Pinterest, hein, qui stocke les belles images qu'ils voient pour s'inspirer. Ça compte beaucoup. À l'inverse, vous avez le pire du pire, et vous allez notamment pouvoir regarder un site qui s'appelle 60 millions de graphistes, qui répertorie les pires posters qui existent. C'est un Tumblr actuellement, apparemment. Donc, ce sont les exemples à ne pas suivre au niveau mise en page.
qu'est-ce qu'on a? Ben, il n'y a pas de structure qu'on sent derrière. Ça va jusqu'au bord du poster, le texte. Il y a plein de couleurs. Au niveau de la gamme, c'est pas une gamme restreinte. Au niveau des polices de caractère, ça va dans tous les sens. Il y en a plein, il y en a trop. On dit qu'en général, il faut se restreindre à 3 polices de caractère pour un document, mais même avec une seule, on peut faire un très bon document. Donc voilà, 60 millions de graphistes, c'est intéressant. Il y a juste un problème avec ça. Das Flügel. Attendez, le pire est à venir. Ma préférée. Ah, les poneys, ils sont déjà pas mal. Hein. Poney Club itinérant. Ah, ça, c'est une que j'ai faite. Non, je rigole. Et Vous n'allez pas croire ça quand même. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ça, c'est ma préférée quand même. Ce genre de choses, c'est quand même atroce. On ajoute au mauvais goût la mauvaise mise en page. À la mauvaise mise en page, on ajoute le mauvais goût. en Iveco, il y a un site qui est bâti. Moi, il y a juste un problème avec ça, comme je vous disais, c'est que si vous devez faire une affiche pour la foire au boudin et que vous faites une belle affiche bien mise en... ça ne va pas passer parce que ça n'est pas dans les habitudes. Voilà. Donc, on revient à cette question du public cible. Voilà. Da. Ah, celle-là est encore pire que l'autre. Donc, ce sont des graphistes qui mettent ça pour voilà, se moquer un peu de... Eh, ah, randonnée du boudin. Voilà, on en parlait. Oui, généralement, c'est le neveu du libraire qui fait ça, hein, avec sa version piratée de Adobe ou avec Canva ou je ne sais quoi. Hein. Le neveu du libraire, c'est juste un archétype. C'est pour dire que c'est le gars qui n'est pas graphiste et qui a proposé ses services pour pas cher, quoi. Voilà. Pourquoi pas? Ah. Ok. Bon, bah, c'est nul. Oui, Venez. je m'en lasse pas, moi. Enfin, voilà, vous avez les deux extrêmes. Ça peut aider parce que sinon, il faut suivre une formation en graphisme, il faut lire des livres, lire des blogs. Il y a des choses intéressantes sur YouTube pour apprendre aussi. Plein de choses intéressantes. Plein de gens qui font des vidéos qui vous expliquent la mise en page avec les polices de caractère, etc. Donc, pas l'utilisation du logiciel, mais ce qu'on fait quand on connaît le logiciel. Notamment, il y a Satori Graphics, mais c'est en anglais. Bon, on aura l'occasion de reparler de la veille au niveau graphique et technologique. On va revenir dans notre document ici. On va sélectionner le bloc avec la flèche noire et on va modifier un peu le texte. Je vais peut-être agrandir le bloc quand même parce que je vais avoir besoin de place, parce que je vais agrandir la taille des caractères. Donc par le bas, je vais l'agrandir comme ça. Voilà. L'écran. Donc, palette caractères, menu texte caractère, CTRL-T, commande T, c'est le raccourci. Et on va aller augmenter la taille du caractère. Voilà. L'interlignage est actuellement 120% de la taille du caractère. On va modifier ça pour s'en éloigner éventuellement. Ce qui peut aider aussi, c'est d'éloigner les caractères les uns des autres avec ceci, l'approche de groupe. L'approche de groupe. Donc, le problème que tu avais, c'est parce que tu étais avec un outil créateur de quelque chose, de texte, pas la flèche noire, et tu avais un calque activé qui est verrouillé. Donc, il te met un crayon comme ça. Il suffit de cliquer sur texte principal, voilà, et on n'a plus le sens interdit. De toute façon, ici, on était en train de prendre la flèche noire et de cliquer sur le bloc pour indiquer qu'on travaille sur lui. Donc là, peu importe le calque qui est activé, je pense que ça devrait marcher. Ça réactive tout seul le bon calque quand on clique avec la flèche noire sur le bloc. Oui, ça réactive tout seul le bon calque quand on clique avec la flèche noire dessus. OK, donc,
taille du caractère, interlignage, approche de groupe et éventuellement choisir une autre police de caractère dans le menu ici. L'idéal, c'est d'avoir imprimé toutes ces polices de caractère et de les choisir sur le papier avec ce qu'on appelle un livre des polices. Donc, il est tout à fait possible d'avoir un livre des polices, d'avoir une vue d'ensemble sur l'ordinateur, mais aussi sur papier, c'est imprimable, de toutes ces polices avec toutes ces variantes, etc. On aura l'occasion d'y aller. Ça s'appelle le Font Book dans la version anglaise. Ça existe dans Windows, ça existe sur le Mac. Donc, une vue d'ensemble de ces polices. Comme ça, vous ne devez pas choisir la police en allant dans le menu. Vous la choisissez dans le livre et vous tapez le nom une fois que vous avez repéré dans le livre. La taille des prévisualisations peut être modifiée. Si vous pensez que c'est trop petit. Moi, ça me faut un livre de police. Donc, le livre des polices, ça fait partie du système, c'est pas une design. C'est une application dans le dossier application du Mac et c'est une application Windows, un utilitaire. Voilà. Bon, à brûle pour point comme ça, je ne vois plus où on peut modifier la taille des polices dans le menu de la palette de caractères. Bah, elles sont déjà quand même relativement correctes et en plus, vous voyez derrière directement ce que ça donne quand le bloc est sélectionné. Donc, c'est pas plus mal. Ok, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Certaines polices sont prévues seulement pour l'anglais, donc vous n'aurez pas d'accent. Ça va être plutôt ennuyeux. Voilà, une fois que vous avez choisi la police, vous ajustez la taille, l'interlignage, etc. On a un problème ici avec... j'ai un problème avec ça. Entre le deux points et le mot, il y a un espace, ce qui fait que le point-virgule, en fait, n'est pas attaché au mot. Donc, je vais, moi, dans mon cas, mettre le curseur devant ce point-virgule. Je crois qu'en anglais, ça s'appelle un semicolon. Et je supprime. Et normalement, je devrais insérer un espace spécial, mais c'est bon comme ça. On ne va pas aller trop loin ici. Donc forcément, là, il est attaché au mot, puisqu'il n'y a pas d'espace entre. Il ne peut pas se retrouver seul en début de ligne. Donc on essaye de faire des choses sobres, sans dégrader, sauf si c'est adapté au public. Une brochure pour des enfants, parc d'attractions, parc animalier, blablabla. On peut commencer à jouer avec des dégradés et des choses bizarres. Mais en général, on essaye de rester sobre. On va ici pour l'exercice voir qu'on peut modifier les arrondis autour du bloc. Vous allez il y a deux manières de modifier les arrondis. Donc, bon, ben chez moi, il ne veut pas. Regardez si chez vous, par hasard, ça marche. La petite icône jaune en haut à gauche sur le bloc. Moi, je n'utilise pas ce genre de choses. J'utilise un autre système pour les arrondis, mais pourquoi pas? En principe, quand on clique donc sur cette icône jaune, puisqu'il y a l'infobulle qui vous le dit là, cliquez pour modifier les angles. En principe, Ouais. ah, ça fonctionne chez vous. C'est peut-être parce que je suis dans la version bêta de InDesign, la version d'évaluation. Les chotas. Ben, on appuie, on bouge et ça fait des arrondis. Ça Ça marche pas chez vous? Écoutez, de toute façon, ceux qui ont réussi à le faire, annulez, remettez des angles, parce qu'on va faire les arrondis d'une autre manière. Mais, voilà. On va faire les arrondis d'une autre manière. Remettez des angles. Et les arrondis, on va le faire par objet, option d'arrondi.
Et là, vous cochez la case aperçue. Vous indiquez n'importe où que vous voulez des arrondis. Ça le fait dans les 4, puisque la chaîne est cochée. Vous avez des arrondis. Un petit effet. Comme ça. C'est la mode sur les sites web maintenant de faire des choses comme ça côte à côte, les bento. Bento design, il y en a qui connaissent sans doute. Voilà. Et tout le long. Ah oui, ici. Oui, oui, oui. Oui, ça, forcément, ça montre ce qui vient d'ailleurs dans InDesign. Moi, j'aime bien montrer l'origine, la plupart du temps, quand même, d'où ça vient. Que dire de plus? Ah ben voilà, ceci. Si vous cassez la chaîne, bon, d'abord, il faut que je dise, si vous cliquez sur OK et que vous retournez dans Objet, Options d'arrondi, eh bien sûr, vous retrouvez tous les réglages que vous avez faits. Ensuite, si vous cassez la chaîne, vous allez pouvoir dire que certains coins ont des angles et pas d'autres. Comme ça, vous obtenez cet effet-là. Avec un arrondi plus grand, ça va peut-être être intéressant. Ah non, pas celui-là, évidemment, idiot. Là. Voilà. Non, j'aurais pas dû faire ça, évidemment. On sent que c'est bientôt le temps de midi et je commence à dépérir. Mais donc, voilà. Des arrondis sur 2 coins opposés, des angles sur 2 coins opposés, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire, c'est sympa. Pourquoi pas, mais pas très sérieux. OK. Et donc, on est en train de voir la première méthode pour mettre le texte à l'endroit des colonnes par habillage de texte, ça pousse le texte. Après, il y a l'autre méthode, l'ancrage, et on va même ancrer des images entre 2 paragraphes. Comme ça, si on modifie le texte, évidemment, ça bouge. Parce que là, si on modifie le texte, ça bouge pas. Ce bloc restera au même endroit. Ben oui. Alors, le texte centré, ça ne facilite pas la lecture. Donc, à vous de voir. Il ne faut pas en abuser, surtout les titres centrés, tout ça, et encore moins des paragraphes centrés, c'est des mauvaises mises en page, donc évitez. Ici, je peux tester, voir ce que ça donne dans la palette de paragraphes quand je mets en alignement à gauche. C'est pas plus mal. Au niveau de objet, option de bloc de texte, donc le CTRL B, commande B. Maintenant que on a mis des arrondis, les marges de gauche, de droite, de haut, du bas, vous pouvez oublier. C'est une marge pour tout. Dès que vous avez une forme qui n'est plus un rectangle, vous n'avez plus les marges dessus et en dessous. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous pourriez ne mettre aucune marge et, dans la palette paragraphe, jouer sur le retrait. Vous vous souvenez, on avait fait ça quand on avait joué sur l'alinéa négatif. Voilà, retrait. Bon, c'est du réglage au cas par cas, de toute façon. Je vais enregistrer le document et on va parler des images. Est-ce que j'avais des choses en plus à dire par rapport à ça? On va quand même pas mettre un dégradé dans le fond maintenant et voir comment faire les dégradés. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, il y a peut-être aussi quand même ceci. Je vais terminer par ceci. Menu fenêtre, contour. Menu fenêtre, contour. Vous l'avez aussi dans la barre contrôle au-dessus, évidemment. Donc, la palette contour arrive chez vous sans doute en ressemblant à ça. Pour faire apparaître toute la palette contour, c'est afficher les options. Dans le menu de la palette contour, afficher les options. Et voilà, vous avez les options. Le contour, on peut lui mettre une épaisseur. On peut lui mettre une couleur. Il faut que la case
qui concerne le contour soit à l'avant-plan dans la palette des outils et on lui met une couleur éventuellement. Donc, dans le nuancier, voilà. Alors, ce genre de choses, on peut aussi l'obtenir, pas par le bloc, mais par un système qui s'appelle les fonds et les contours de paragraphes. C'est relativement nouveau dans InDesign. Mais je pense que c'est important de maîtriser quand même ceci avant. Les contours tout simples sur des blocs. Alors, le contour est à cheval. On va mieux le voir si je mets un autre contour. À cheval sur le bord du bloc. Vous avez l'alignement du contour à l'intérieur ou à l'extérieur. L'idéal, c'est encore à l'intérieur. Comme ça ne modifie pas la dimension du bloc. Voilà. C'est pratique quand vous avez des contours différents. Je vous le montre ici. Si on veut pouvoir appliquer ça ailleurs, je réponds à ta question, oui, c'est par le style d'objet, parce que ça concerne l'objet. Donc, style d'objet, tiens, je vais faire Shift-Tab parce que je commence à plus m'y retrouver. OK, menu fenêtre, style d'objet. Et évidemment, on va faire un style d'objet pour pouvoir appliquer ça ailleurs. Je ne pense pas simplement de contourner de tout. Le paragraphe à l'intérieur. Bonne question. On peut imbriquer dans un style d'objet, on peut imbriquer un style de paragraphe. Mais là, je vais donc maintenant arrêter le processus parce que je n'ai pas encore fait de style de paragraphe pour le contenu ici. Et donc, ça pourrait être intéressant, en effet, à un certain moment, de voir qu'on peut non seulement enregistrer un style d'objet, mais on peut aussi lui dire, tiens, d'office, dès le départ, ce sera ce style de paragraphe dedans. Donc, je n'ai pas fait de style d'objet finalement parce que ta question était multiple et très intéressant, évidemment, les styles de paragraphes imbriqués dans les styles d'objet. Ça peut paraître un peu complexe et compliqué inutilement, mais en fait, ça permet d'automatiser les choses et tout ce qui permet de gagner du temps et d'éviter de refaire manuellement des choses qui peuvent être faites automatiquement, c'est bon à prendre. Donc, je voulais vous montrer ici juste quelque chose, vite fait. Là, je vais le faire dans un nouveau document, mais ne le faites pas. Je vais ici créer des 3 carrés identiques. Pas ça. Voilà. Mais avec des contours d'épaisseur différentes. Ce sont des cas de figure qu'on peut avoir. Quand on enfonce la touche Shift pendant qu'on modifie ce genre de choses, ça va plus vite. Hein. On va de 10 en 10. Bon, voilà, j'ai 3 carrés de dimensions identiques et avec 3 contours d'épaisseur différentes. Et visuellement, c'est la foire. Sauf si j'utilise justement cette option alignement du contour à l'intérieur. C'est beaucoup plus acceptable tout d'un coup. Alignement à l'extérieur, c'est la foire. Au centre, c'est la foire. Mais dès qu'on fait alignement à l'intérieur, les dimensions des blocs sont respectées. Donc voilà. D'où l'intérêt de cet alignement du contour à l'intérieur.